toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du mois de la formation 2025. Le mois de la formation est un événement piloté par la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Cap Métiers. Je suis Yves Mesplé, chargé de mission à Cap Métiers. Tout au long du mois de septembre, il y a une série de webinaires qui vous a été proposée. Vous pourrez en retrouver la liste sur le site de Parcours Pro, dont je vous affiche l'URL si nécessaire. Ce webinaire est enregistré, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube dans la playlist dédiée au mois de la formation. Pareil, je vous ai remis l'adresse qui est affichée. Si vous allez sur YouTube, vous cherchez Cap Métiers et dans les playlists, vous trouverez celle du mois de la formation. Ce webinaire va durer environ 1 heure et va vous permettre de mieux connaître les réalités du secteur du BTP, d'identifier les freins à la féminisation du secteur, pardon, et de partager des constats et expériences de terrain. Pendant le webinaire, vous pouvez interagir avec nos intervenants au moyen du chat, donc n'hésitez pas à y poser toutes vos questions. Nos intervenants seront donc Emmanuel Rossler, chargé de mission filière BTP, négoce des matériaux, transport logistique pour la région Nouvelle-Aquitaine, et Sébastien Perruchot du CERC Nouvelle-Aquitaine, donc CERC, la cellule économique régionale de la construction. Mais je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Rossler. Emmanuel, c'est à vous. Merci Yves. Bonjour à toutes et tous. Comme le disait Yves, je suis Emmanuelle Rossler, donc chargée de mission à la région Nouvelle-Aquitaine au pôle formation-emploi et en charge plus particulièrement de l'animation d'un contrat régional de filière qui porte sur les métiers des bâtiments, travaux publics et négoces de matériaux. Pendant ce webinaire, on va vous proposer de le structurer en trois parties. Donc, quelques éléments de contexte. Je vais revenir sur ce qu'est un contrat régional de filière pour que chacun et un minimum d'informations sur le sujet, sur le pourquoi de ce webinaire aujourd'hui. Et puis, je laisserai la parole à Sébastien, donc président de la cellule économique régionale de la construction Nouvelle-Aquitaine, qui viendra nous présenter les conclusions d'une étude qui a été réalisée sur la mixité femmes-hommes dans les métiers du BTP. On prendra vos questions au fil de l'eau en fonction de leur nombre ou bien à la fin de la présentation de Sébastien et ensuite on vous diffusera quelques vidéos de communication, d'initiatives inspirantes. Donc comme je le disais, donc j'anime un contrat régional de filière. La région en a contractualisé 10 sur des filières prioritaires de la région Nouvelle-Aquitaine. En l'occurrence, ici, on parle du contrat régional de filière qui porte donc sur les métiers du bâtiment, travaux publics et négoce de matériaux. Ces contrats régionaux de filière sont des cadres d'engagement et d'animation au cours desquels les acteurs des filières et autres acteurs signataires et associés s'engagent à agir ensemble en fait sur des sujets d'évolution des compétences, des formations et de l'emploi. Dans le CRF que je représente aujourd'hui, les signataires sont France Travail, l'État, le rectorat, la région Nouvelle-Aquitaine et les organisations professionnelles du BTP et du négoce de matériaux, donc la FFB, la CAPEB, la SCOP BTP, la FDMC et la FNTP. Et nous travaillons avec des acteurs associés, donc comme Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, la CERC, représentée aujourd'hui par Sébastien et Yves, l'OPCO, Constructis, pour ne citer que. Le sujet de la mixité est un sujet qui est défendu par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi un axe de travail prioritaire dans le cadre du contrat régional de filière que je vais abréger en CRF. Voilà, je vais prendre l'acronyme. C'est un axe que nous travaillons depuis quelques mois et plus particulièrement depuis le début d'année, puisque la CERC donc, a publié une étude au mois de mars sur cette question de la mixité femmes-hommes dans les métiers du BTP. Et nous avons décidé de rebondir sur cette étude, de continuer à la faire vivre et d'engager des actions qui ont été mises en lumière suite aux études, aux entretiens que Sébastien a pu réaliser. Et une des actions prioritaires qui a été plébiscitée, c'est la communication, le faire savoir, faire connaître les métiers du BTP, faire savoir qu'ils sont maintenant adaptés aux femmes.
D'où ce webinaire aujourd'hui pour continuer à diffuser l'information. On a déjà organisé une grande séance au mois d'avril lors de la signature du contrat régional de filière où Sébastien est venu présenter cette étude. Nous l'avons fait suivre d'une table ronde. Et donc là, c'est notre deuxième événement. D'autres sont en cours de construction, en cours de maturation et sont à venir. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Sébastien. Bien, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Perruchot. Je suis le directeur, pas encore le président, hein, j'aimerais bien, mais de la Ah, CERC je croyais que tu étais Nouvelle-Aquitaine. président, zut. Bon, c'est pas tout Voilà. à fait. Je, je vous dirai deux, trois mots sur la CERC pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis, il y a des choses pas mal de ressources à récupérer sur la filière construction. Du coup, là, je vais vous présenter une étude. Alors, moi, j'aime pas trop le mot étude, parce que le mot étude, on a l'impression qu'on va révolutionner un peu les choses sur la féminisation, la mixité, qu'on va vous donner toutes les clés pour améliorer les choses. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, parfois, on tombe un peu sur le discours un peu café du commerce. Alors, l'objet plutôt du travail qu'on a mené avec la région et puis les membres du CRF, c'est déjà de donner des repères clés sur la mixité dans le bâtiment et les travaux publics, c'est combien, quel métier, etc. De donner aussi, on a fait tout un travail, on a voulu donner la parole aux entreprises du bâtiment et des travaux publics à travers une enquête qualitative. Et il y a des choses qui ont été qui sont assez intéressantes. Et puis d'essayer de formaliser une boîte à outils avec des préconisations, des pistes d'action que chacun pourrait reprendre en fait pour améliorer la situation. Et puis on a un peu intitulé tout ce travail, la mixité et si l'on en parlait. C'est un peu la philosophie. Puis après, derrière ça, pour essayer d'enclencher des actions avec le petit côté et si l'on agissait en fait. Alors, je vous présente la CERC et puis après, très rapidement, et puis après, on va rentrer sur la partie présentation de l'étude, même si je n'aime pas parler d'études. Donc, la CERC, donc Cellule économique régionale de la construction, c'est un outil régional d'observation et de suivi de la filière construction, donc la filière dans son ensemble. Tout ce qu'on produit est généralement accessible à tous, hein. Vous pourrez aller voir sur le site internet de la CERC, www.cerc-na.fr. Il y a pas mal de choses à récupérer sur tout ce qui est conjoncture économique, les données un peu clés sur la filière construction, la thématique de la transition énergétique qui génère pas mal de besoins en emploi, etc. et en compétences, tout ce qui est matériaux, déchets, économie circulaire, du recyclage, du réemploi. Si vous cherchez de l'info, il y a pas mal de choses. Des thématiques emploi-formation sur le nombre de salariés dans la construction, les évolutions, il y a des tableaux de bord qui sont intéressants. Puis une dernière thématique sur les infrastructures qui se raccroche plus aux travaux publics, et puis le lien sur les infras et la transition écologique. Ça, c'est pour manière un peu synthétique, en fait, toutes les thématiques qu'on travaille. Et puis après, la CERC, en fait, fait partie d'un réseau des CERC. Yves, voilà. Vous avez une CERC dans chaque région. Au niveau national, on est piloté par un GIE pour la coordination de projets et puis des projets qu'on a en commun. Et puis après, les administrateurs, c'est le ministère, l'UNICEM pour les matériaux de construction, la Fédération des travaux publics, celle du bâtiment et les artisans du bâtiment à travers la CAPEB. Voilà, vous avez une CERC dans chaque région et puis on a des projets qui sont menés en commun pour pouvoir comparer un peu les résultats. Sur la Nouvelle-Aquitaine, alors on est des associations, on est indépendants les uns par rapport aux autres, hein. Sur la Nouvelle-Aquitaine, nous, on est piloté par la région, les fédérations professionnelles aussi du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction. C'est l'autre diapo, Yves. Et puis tous les acteurs de l'acte de construire de manière générale, je pense que globalement vous les connaissez, lors des archives, les promoteurs immobiliers, l'URHLM, BTP-CFA, les géomètres, ODIS pour le cluster de la construction durable, les assureurs, BTP Banque, etc. Donc voilà. On développe différents programmes d'action et puis vous avez paru intéressant sur notre thématique emploi-formation de développer tout ce travail en fait autour de la mixité avec pour objectif de pouvoir en parler, de faire connaître la situation et puis c'est de formaliser des pistes d'action et des bonnes pratiques. Donc, du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Yves, vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions dans le chat où on est parti. Alors, le travail, donc, premier travail, ça a été de faire le diagnostic, l'état des lieux.
Donc, on a récupéré les données des caisses de congés payés du BTP. Et ce qui était intéressant dans ces données, en fait, c'est qu'on a une vision par métier, le nombre de peintres et la part des femmes avec la part des femmes pour les peintres, les maçons, les plombiers, les électriciens. Donc ça, c'est pas mal pour avoir une vision assez fine. Après, on a mené une enquête auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics. C'est une enquête. Alors, traditionnellement, on n'a jamais autant de retours, hein. C'est vraiment, il y a eu beaucoup d'appétence sur le sujet de la mixité. On a eu 356 réponses en l'espace de 2 mois. Donc, c'est assez positif. 49%, c'était des entreprises de travaux publics. Alors, il y a une proportion qui est assez forte sur les TP. Je pense que c'est qu'on a on a touché aussi des grands groupes des TP qui ont aussi des politiques en matière de mixité et de féminisation peut-être un peu plus importantes que des petites boîtes du bâtiment. On a voulu donner la parole et à des femmes et à des hommes. 60% de femmes ont répondu, et puis 40% des hommes. 39% des répondants étaient dans des directions générales et les chefs d'entreprise ont joué le jeu aussi de relayer le questionnaire auprès de leurs salariés. Donc, on a aussi une vision d'ouvriers, d'État, quelques apprentis aussi. Une majorité d'entreprises de plus de 50, 59%, et puis une diversité aussi dans les répondants. Il y avait plutôt des chefs d'entreprise plutôt âgés, et puis aussi des jeunes. Puis surtout, ce que j'ai bien aimé dans l'étude, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, de pistes d'action. Là, on les a comptés, c'est 556. Alors, il y en a certaines qui se répètent, hein, quand vous voyez une centaine de fois, il y a un problème dans les vestiaires et les sanitaires sur les chantiers. C'est la même idée. Mais vraiment, les gens ont pris le temps de nous fournir des éléments et des pistes d'action à mener. Alors après, sur les pistes d'action, vous le verrez, il y a déjà, la plupart des choses sont déjà engagées, mais ça permet de déformaliser, de les regrouper et puis d'avoir une vision un peu globale. Juste quelques chiffres sur le bâtiment et les TP à avoir en tête. Le bâtiment, c'est 59 000 établissements, les TP, 5 000, un petit peu plus de 5 000 établissements. Pour le bâtiment, c'est plutôt des petites structures. Plus de 90% des établissements ont moins de 5 salariés. Donc, on n'appréhende pas tout à fait la même chose, les problématiques de la mixité, qu'on est dans une petite entreprise de moins de 5 que qu'on est dans un grand groupe du BTP. Sur les TP, c'est 82% qui ont moins de 5 salariés. En termes de volume d'emploi, donc c'est 55 000 artisans et auto-entrepreneurs pour le bâtiment, 4 000 pour les TP. Sur le volume d'emploi salarié, on est à 140 000. 140 000. Donc c'est assez significatif comme volume. Et puis si vous voulez un chiffre, vous avez à peu près 18 000 femmes sur ces 140 000. J'y reviendrai tout à l'heure après sur les proportions, mais ça reste assez faible. Et puis le secteur de la construction, parmi les grands secteurs de Nouvelle-Aquitaine, les services, l'industrie, c'est le secteur où on a un taux de féminisation le plus faible dans les métiers. Bon, et puis les secteurs, c'est les entreprises de plus de 50 salariés, c'est 21% des effectifs salariés dans le bâtiment, et puis 58%, je vais y arriver, dans les TP. C'est un secteur avec les majors et puis les entreprises qui ont une taille un petit peu plus élevée que pour le bâtiment. Voilà pour la présentation du bâtiment et des TP. Là, je vais poursuivre en fait avec des éléments qui ne portent pas sur la mixité, mais vous allez comprendre pourquoi je vous les présente. Alors, c'est un secteur d'activité qui est cyclique, hein, on le sait tous, il y a des hauts, des bas. 2022-2023, c'était plutôt un haut de cycle. 2024-2025, c'est plutôt, en tout cas pour la construction neuve de bâtiments et particulièrement de logements, c'est plutôt un bas de cycle. C'est un secteur qui a été fortement créateur d'emplois au cours des dernières années, plus 20 000 emplois, 20 000 créations nettes d'emplois entre 2016 et 2023, même si ça s'est un peu atténué sur 2024 et 2025. C'est un secteur aussi qui progresse en termes d'emploi de manière assez significative sur certains métiers, sur certains secteurs. Tout ce qui est travaux publics et notamment tout ce qui est réseau électrique, etc., en lien avec la transition écologique, et puis tous les marchés liés à la rénovation énergétique, à la transition énergétique. En fait, il y a des progressions en termes d'emploi assez significatives. Sur les derniers chiffres, on était à plus 23 sur la même période entre 2016 et 2023. Et puis, c'est un secteur qui recrute globalement
en CDI avec des volumes de recrutement assez significatifs. On est presque à 32 000 en moyenne annuelle depuis 2016. C'est aussi un secteur qui crée de l'emploi, mais qui a des difficultés de recrutement. Si on regarde les derniers chiffres de Pôle emploi, de France Travail, que vous devez connaître, Yves, c'est l'autre diapo, au niveau de l'enquête BMO. Ici, je vous ai simplement ressorti le pourcentage de recrutement jugé difficile pour les métiers de la construction. Donc, c'est assez significatif. Ça s'est atténué sur 2024-2025 parce que l'activité économique est un petit peu moins forte. Mais après, sur le 74% de recrutement jugé difficile par les chefs d'entreprise, vous avez certains métiers comme tout ce qui est couvreur, plombier, chauffagiste, où on dépasse encore les 80%. C'est-à-dire qu'il y a 8 chefs d'entreprise sur 10 qui jugent difficile de recruter pour ces métiers. Et c'est un secteur qui a des perspectives en termes de recrutement qui demeurent assez élevées. Si on regarde, il y a deux études que je vous ai citées, c'est l'autre diapo, Yves. Il y a beaucoup de besoins en lien avec tout ce qui est transition écologique, transition énergétique. Je vous ai sorti simplement deux éléments sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine. La région a un objectif de rénover 100 000, plus de 100 000 logements annuels. On n'est pas tout à fait à ce niveau-là actuellement. On a cherché à chiffrer, avec notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle RenoBoost avec le 3C ABTP, les besoins en emploi et en recrutement. Normalement, on devrait doubler les besoins en emploi à l'horizon 2030. Et je vous ai sorti un autre exemple qui est purement TP, où tous les besoins liés au réseau électrique en lien avec la transition énergétique, le développement du photovoltaïque, etc., on devrait quasiment doubler en termes d'emploi, de besoins en emploi d'ici 2030. Tout ça pour vous dire, le bâtiment, les travaux publics, c'est un secteur qui a fortement recruté ces dernières années, avec des besoins qui restent assez importants une fois qu'on qu'on lisse un peu les effets conjoncturels. Donc la mixité dans les entreprises, ça répond déjà concrètement, au-delà de l'enjeu sociétal, un besoin en fait en matière de recrutement. C'est un besoin concret, quantitatif, de ne pas se priver de la moitié de la population pour répondre aux besoins du bâtiment et des travaux publics en termes de main-d'œuvre. C'est plutôt perçu aussi comme ça en termes de priorité. Quand on a interrogé les chefs d'entreprise et les salariés, 69% déclaraient que la mixité professionnelle était un sujet prioritaire. Ça, c'est le premier point. Alors après, dans toute notre démarche, on a voulu chercher quels étaient les bénéfices, quels étaient les leviers, puis après les bonnes pratiques. Et c'est l'autre diapo. Et puis alors, pour essayer de dynamiser un peu la présentation, pour ne pas faire trop descendant, on vous a prévu un petit quiz. Du coup, Emmanuel, je te laisse la parole. Bah, on t'entend pas, par contre. Votre micro est coupé, Emmanuel. Pardon, ça s'est fait automatiquement. Yves, est-ce que tu as la slide suivante? Donc voilà, comme Affiche disait la slide Sébastien, suivante et ouais, je lance le sondage. ouais, merci. Et vous allez voir un sondage apparaître sur votre écran. Je vous laisse Donc voilà, quelques on a décidé. secondes pour y répondre. Voilà, donc on vous a réservé trois petits quiz pour dynamiser aussi, comme disait Sébastien. Donc selon vous, quels sont les trois principaux bénéfices de la mixité professionnelle femmes-hommes pour les entreprises du BTP? Vous pouvez sélectionner trois réponses principales. Et Yves va mettre du temps, hein, je crois que c'est vous Oui, c'est ça. qui donnerez le stop. On a posé la même question aux entreprises, donc ça permettra de comparer votre perception Mm. à celle des entreprises. Ah, j'ai Julie Rosset qui nous dit qu'elle n'a pu saisir qu'une seule réponse. Ah, tout le monde. A priori, tout le monde. Euh,
c'est pas grave. Ils vont pas... Bon, Ouais, on va c'est bon, transformer la c'est pas question. grave. Quelle est selon vous la Oui, raison la principale? principale. Voilà. Voilà. Il en laisse encore quelques secondes pour que les derniers puissent répondre et puis on va fermer le sondage. Ok, allez, je ferme le sondage et je partage les résultats. Donc normalement, on doit avoir les résultats du sondage qui doivent s'afficher. Oui, oui, oui. Bah, On a en premier arrive la diversification des compétences et des savoir-être pour 47%. En second, l'efficacité et performance accrue des entreprises pour 33%. Ensuite, ressources RH complémentaires pour 13%. Et enfin, cohésion et motivation d'équipe pour 7%. Et moteur de créativité et d'innovation, 0. Image positive et moderne, 0%. Voilà. bah, du coup, c'est intéressant. Alors, je vais rebondir dessus en vous présentant on pourra les commenter, les résultats des entreprises. Alors, le panel il était assez important, hein, c'est plus de presque 400 réponses. Euh, alors, ce qui est intéressant dans la réponse des entreprises, euh, et salariés et chefs d'entreprise, il y avait des petites nuances en fonction du niveau hiérarchique, c'est que ce qui ressortait en premier, c'est l'image positive et moderne des entreprises. Alors, c'est vrai, tant mieux. Après, si vous voulez construire un argumentaire sur la féminisation et encourager à la mixité, je trouve que c'est pas spécialement une bonne image et puis un bon argument en fait pour encourager les entreprises à mettre en place des actions. Une image positive et moderne des entreprises, oui, c'est vrai, mais c'est pas ce qui est forcément l'argument à mettre en avant en premier. Et puis après, l'autre point qui m'a un peu étonné dans le sondage, mais je pense qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension de la question, c'est les ressources RH complémentaires. Ça rebondit sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté quantitatif qui arrive à la fin. Et ça a donné le sentiment qu'en fait, les entreprises n'avaient pas forcément perçu la réponse aux enjeux de recrutement. Et puis après, il y a un certain nombre qui se recoupent. Il n'y a pas des énormes différences en termes de pourcentage, hein. C'est un petit peu tous ces éléments sur la diversification des compétences et des savoir-être. C'est revenu beaucoup c'est ce qui ressortait dans la réponse au sondage. C'est revenu beaucoup en fait sur le verbatim des entreprises où le positionnement, la manière de se présenter, la manière d'aborder les choses n'était pas tout à fait la même avec le public féminin, notamment avec certains clients et certaines situations de chantier. Voilà, ce que je voulais vous montrer sur cet élément, c'est qu'il y avait deux choses un peu qui étaient un peu tenantes sur ce qui ressortait en premier, l'image positive et moderne des entreprises, ce qui n'est pas forcément un bon argument, et ce que j'aurais pensé ressortir en premier, c'est-à-dire que les RH supplémentaires, complémentaires, sortait plutôt à la fin. Alors, il y a peut-être eu une ambiguïté sur le mot complémentaire et pas supplémentaire, et sur la question n'a pas forcément peut-être été très très bien comprise. Ceci dit, si on regarde après concrètement quel est le pourcentage de femmes dans le secteur. Alors, un secteur est dit mixte quand on a entre 40 et 60% de femmes dans les effectifs. Aujourd'hui, dans le bâtiment, on est à 14%, tout métier confondu et toute catégorie socio-professionnelle confondue. On est à 10% dans les TP. Ça représente à peu près 18 000 femmes sur les 140 000 salariés au niveau néo-aquitain. Il y a une petite différence entre le bâtiment et les TP. Alors, moi, je me l'explique, le bâtiment, il y a une diversité de métiers qui est un peu plus étendue que sur la partie TP. Et puis je me l'explique aussi, je pense que dans la perception et puis dans les projections, les jeunes se projettent plus dans la notion, on sait ce qu'est un électricien, on sait ce qu'est un plombier, on sait moins ce qu'est un monteur de réseau, on sait moins ce qu'est un canalisateur. Donc en termes d'attractivité des métiers, des filières, elle est peut-être un petit peu moins forte sur la partie TP.
Donc 14% et 10% pour les TP à retenir. Et puis après, si on regarde, alors on pourrait dire c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal parce que ça progresse d'année en année. Et puis si on regarde par catégorie socio-professionnelle, là où c'est compliqué, c'est sur la partie ouvrier. Dans le bâtiment, vous avez 2 femmes sur 80, pour 98 hommes, à peine 1% pour les travaux publics. Sur la partie État, on est presque à parité pour la partie bâtiment, 48% de femmes, 52% d'hommes. C'est moins fort pour les TP, 24 et 76%. Et la partie cadre, il y a un petit peu plus de cadres féminins en proportion dans le bâtiment. On est sur 20-80 pour le bâtiment et 15-85. À noter qu'il y a néanmoins plus de femmes dans les directions générales au niveau des TP. On est à 11% pour les TP et 9% le bâtiment. Donc à retenir, on est à 2%, on va arrondir, hein, pour le bâtiment et TP sur tout ce qui est métier de production, métier sur les chantiers, métier ouvrier. On est presque à parité dans le bâtiment sur la partie état, le secrétariat, l'administratif. Et sur le cadre, on est sur un ratio, on va arrondir 20-80. Si on continue par métier, euh, par métier, là, on s'est focalisé uniquement sur les métiers de la production. Ces fameux 2%, en fait, ils sont principalement centrés sur tout ce qui est métier d'aménagement, de décoration intérieure, de finition, où là, c'est ce que les femmes plébiscitent le plus en termes de métier. Donc, chez les peintres, on trouve quasiment 8% de femmes. Tout ce qui est solière, moquettiste, un petit peu moins de 3%, carreleuse, menuisier. De manière générale, c'est tout ce qui touche l'aménagement intérieur, la décoration et puis les métiers plus de finition. Sur la partie TP, c'est nettement moins fort. C'est tout ce qui est conductrice de véhicules, hein, des tombereaux, des semi-remorques, etc. sur les chantiers. Un peu de monteuse en réseau. Et puis après, conductrice d'engin, canalisatrice, quasiment très, très, très peu représentée. Et puis on retrouvera après cette répartition dans les entrées en formation, on en parlera tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est à peu près les, la répartition qu'on peut trouver aussi dans les centres de formation. Si on continue, voilà, c'était pour le petit état des lieux. Donc retenez 14% pour le bâtiment, 10% pour les TP, 2% chez les ouvriers, principalement sur tout ce qui est tous les métiers autour de la finition, de l'aménagement intérieur. Après les freins, on va refaire le même petit jeu là, le même Et petit quiz. quiz tout à l'heure, pas avec la même question évidemment. Euh, donc là, on Voilà. s'est intéressé un peu plus aux freins et d'essayer de comprendre un peu pourquoi il y avait aussi peu de femmes dans les métiers de la production. Donc là, c'est pareil, on va avoir trois réponses possibles. Je ne sais pas si ça va fonctionner, Yves, si vous avez pu Normalement, regarder. voilà, il y a Normalement, oui. trois réponses Voilà. possibles. Bon. Allez, j'affiche le Donc, sondage. Normalement, vous devez le voir apparaître sur votre écran et vous pouvez commencer à voter. voilà. Donc, pour vous, quels sont les trois principaux freins à la mixité professionnelle femmes-hommes dans les entreprises du BTP? Normalement, vous pouvez sélectionner trois réponses. A priori, ça a l'air de fonctionner correctement. Ah, super. Ouais, on n'a pas de petits messages. Ouais. Allez, encore quelques secondes et on va fermer le sondage tant que les dernières personnes puissent voter. S'il y en a qui n'ont pas encore finalisé leur vote.
Je mets fin au sondage et j'affiche les résultats. Je les partage pour tout le monde. Merci Yves. Donc le principal frein qui apparaît, qui ressort du sondage, donc ce serait des freins psychologiques et des préjugés pour 86%. Arrive en second, l'environnement de travail peu adapté aux femmes pour 57%. Ensuite, à égalité, les attitudes sexistes dans l'entreprise ou bien de la part d'extérieurs comme les clients ou les fournisseurs. Les conditions de travail jugées difficiles sur les chantiers, donc pour 43%. On arrive ensuite à égalité aussi, donc on cite la rareté des candidats lors des recrutements pour 29%, comme les difficultés d'intégration des femmes dans les équipes. Et enfin, l'articulation vie professionnelle, vie familiale, donc incompatible, là ne semble pas, en tout cas pour vous, être un frein principal à la mixité. On va voir Alors, qu'est-ce que les comment ça entreprises nous disent? ressort. Ouais. Euh, alors, le premier frein qui nous est remonté, c'est vraiment la rareté des candidats lors des recrutements. Et bon, on a eu un groupe de travail, il y avait plusieurs entreprises parmi le groupe de travail, et bon, les gens disaient, mais si on ne recrute pas plus de femmes, c'est qu'on n'a pas de candidature de femmes. Donc il y a un vrai travail sur l'attractivité des métiers dans le bâtiment, les travaux publics, expliquer quelle typologie de métier, et puis montrer en fait que c'est possible d'être une femme et de travailler dans le bâtiment, le TP. Je crois que la deuxième, c'était raccord avec le sondage, hein. C'était tout ce qui était frein psychologique et préjugés à l'égard des femmes. Il y en a très certainement, même si dans tous les échanges et puis dans le verbatim qu'on a pu ressortir, euh, on a l'impression que ça évolue quand même plutôt positivement. Je vais revenir après sur les différentes propositions à travers des petits exemples et des choses qui nous ont été dites. Les conditions de travail difficiles sur les chantiers, c'est probablement vrai. Alors pareil, il y a toujours deux sons de cloche sur le sujet. Je te donnerai quelques exemples tout à l'heure. L'environnement de travail peu adapté aux femmes. Il y a beaucoup, beaucoup eu de retours sur tout ce qui est équipement, vestiaire, EPI, pas très bien adapté, où il y a encore des progrès à faire sur le sujet. L'attitude sexiste dans l'entreprise ou provenant de l'extérieur, il y en aura toujours probablement. En tout cas, c'est pas forcément, je veux dire, il y en a dans tous les secteurs d'activité aussi. Et puis, la difficulté d'intégration des femmes dans les équipes, ça reste très, très minoritaire. Et l'articulation vie familiale et vie professionnelle, ça ne ressort pas en termes de pourcentage. En revanche, dans les échanges, c'est ressorti très, très souvent sur l'articulation, l'incompatibilité sur des chantiers un peu éloignés de gérer la garde des enfants, le fait d'amener les enfants à l'école, de les récupérer le soir, qui n'était pas forcément compatible avec l'organisation des chantiers. Ça constitue un frein à pas négliger. Mais le premier point, donc, c'est vraiment travailler sur l'attractivité et puis essayer d'inciter le maximum de jeunes filles à intégrer des formations en bâtiment ITP. C'est la rareté des candidates lors des recrutements. Ou de femmes plus âgées aussi. Oui, alors, Pas que les jeunes. la problématique de la reconversion est venue aussi assez régulièrement. Euh, Si on regarde l'autre diapo, Yves, si vous pouvez passer sur l'autre. Ici, vous avez la part des femmes, des jeunes femmes, en formation initiale dans les différents types de formations. On a fait des regroupements par catégorie. Alors, tout ce qui est aménagement, finition, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur la répartition par métier, c'est 28% de femmes. C'est là où c'est le plus important, avec des BTS, aménagement, finition, des bacs pro, aménagement, finition, où c'est assez plutôt bien rempli. Après, peintre à hauteur de 19%, carreleur, menuisier. Et puis après, on tombe assez, assez rapidement à des chiffres autour de 2%, comme on retrouve la répartition par métier. Beaucoup de Oui, verbes. et là, on parle de formation initiale, hein, Sébastien.
Ouais, alors Mm. je vais pas tous les lire, hein, mais vous pouvez lire à l'écran différentes citations. À chaque fois que c'est entre guillemets, hein, c'est les formulations et le verbatim retranscrits à l'identique. Il y a beaucoup de freins psychologiques avec des femmes, des jeunes femmes qui s'interdisent d'aller vers les métiers du bâtiment, justement par peur de ne pas pouvoir s'imposer, avec des barrières psychologiques. Ça, c'est pour la formation initiale. Et aussi pour la formation continue, Emmanuel, tu voulais dire un petit mot sur le... Oui, je voulais rajouter, effectivement, nous, dans le cadre des formations dispensées, enfin financées par la région Nouvelle-Aquitaine, donc à destination des demandeurs d'emploi, on serait à 10% de femmes en formation sur les métiers de bâtiment et travaux publics. Donc c'est vrai qu'il y a quelques pistes qui peuvent expliquer ça. Sébastien le disait, les représentations genrées sont assez précoces, on les retrouve au collège par la suite, alors que quand on se reconvertit, on a déjà peut-être moins ces représentations genrées et un univers familial qui va peut-être être moins présent dans le choix d'une orientation. Peut-être un manque de modèles féminins. C'est vrai que là, sur la reconversion, on voit beaucoup de femmes hein, voilà, qui sont un peu ambassadrices, qui se sont reconverties. Donc voilà, dans le cadre de la reconversion professionnelle, on pense que du coup, les femmes ont peut-être moins de freins. Voilà, puis bon, il existe des dispositifs spécifiques pour les adultes où on va aussi chercher à attirer les femmes. Et puis, il s'agit aussi peut-être davantage de confiance et de maturité. Je parle quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà. Parce que c'est vrai que l'écart nous a intéressés en fait par rapport à la formation initiale. Si on poursuit, après, tout à l'heure, dans les freins, bon, il y avait les attitudes sexistes. Alors évidemment, c'est pas facile à mesurer, à quantifier et puis aborder de manière très objective sur la volumétrie. Il y en a très probablement, hein, comme dans tous les secteurs d'activité. Après, c'est pas ce qui ressortait systématiquement. Dans la formulation des propositions, il y a eu pas mal de choses autour de chartes internes, de formation au niveau des dirigeants pour les sensibiliser à la manière de réagir dans des situations un peu compliquées. Donc, c'est des freins plutôt à prendre en considération. Et puis aussi sur tout ce qui est articulation vie familiale, vie professionnelle. J'aimais bien la citation là, de la personne où c'était absentéisme supérieur lorsqu'il s'agit de mères célibataires avec enfants à charge. Elle se retrouve souvent sans solution en cas de maladie des enfants. Mais c'est aussi la même chose, ça a été cité plusieurs fois sur tout ce qui est mode de garde, emmener les enfants le matin à l'école. Il y a des solutions aussi hein, qui sont mises en place avec les crèches bleues de mémoire, qui permettent des solutions de garde avec des horaires un peu adaptés justement au BTP et aux horaires un peu larges des chantiers. Voilà, donc là c'est ce qu'on mettait plutôt des freins à prendre en considération et pas trop généraliser, pas trop tomber dans le discours Euh, commerce. Par contre, ce qui est intéressant à constater, effectivement, c'est que l'évolution de notre société et de familles monoparentales, hein, c'est pas que des femmes qui sont seules, finalement, cette contrainte horaire concerne également les hommes de plus en plus. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Et donc, c'est peut-être un levier aussi pour les entreprises. Enfin, il y a là des pistes d'action pour les entreprises, que ce soit pour les hommes ou les femmes, finalement. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. Mm. Oui, merci d'avoir complété. Non, c'est- Donc ça, c'était pour le côté attitude sexiste. Les aspects contraintes physiques. Bon, toujours très très compliqué aussi à traiter parce qu'il y a différents sons de cloche. Non, il n'y a pas de contraintes. Les femmes peuvent réaliser exactement les mêmes tâches que les hommes. Et puis parfois, certaines personnes disent si, il y a des contraintes. Si on regarde le sondage, en fait, 62% des personnes qui ont répondu disaient que en fait, toutes les tâches étaient accessibles aux femmes. Il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Il y en a quand même 24% qui mentionnaient qu'ils étaient plutôt d'accord. Et puis là, il y a eu des métiers qui ont été cités ou des tâches qui ont été citées par des hommes et par des femmes, en fait, où il y avait des contraintes physiques qui étaient vraiment assez fortes.
et c'était pas forcément évident pour une femme de les exercer. Je crois qu'il y avait par exemple des brasser de l'échafaudage toute la journée, c'était assez contraignant, tirer de l'enrobé, qui peut être un peu lourd. Je crois qu'il y avait aussi une citation qui était intéressante, c'était un homme, pour le coup, qui disait, faisait équipe avec une femme, c'était un plombier, et lever tout ce qui était chauffe-eau, chaudière, bah, c'était souvent lui qui le faisait parce que la charge était vraiment très, très importante, très lourde. Et bah, lui aussi se plaignait de devoir toujours le faire. Ceci dit, après, il y a des équipements comme les exosquelettes qui commencent aussi à se généraliser, qui permettent aussi de réduire la pénibilité de certaines tâches. Et dans tous les cas, les contraintes physiques ne sont pas un frein, c'est pas du tout rédhibitoire. Il y a quand même une diversité de tâches, de métiers dans le bâtiment pour que les femmes trouvent leur place euh, facilement. Et puis, dernier point, avant de passer aux bonnes pratiques, bon, bah, ça, c'était tout ce qui était vestiaire, sanitaire, équipement. Je peux vous assurer, alors, je, je pense que dans le verbatim, il y avait 150 fois à la suite, les vestiaires sont sales, sont mal adaptés. C'est une vraie réalité. C'est aussi parfois compliqué sur les chantiers. Alors, autant sur tout ce qui est chantier fixe, mais c'est pas, ça permet de le penser, d'adapter des vestiaires séparés, hommes, femmes, d'avoir des équipements adaptés. Sur des chantiers mobiles, temporaires, en centre-ville, c'est pas toujours facile en fait de positionner de vestiaires, de sanitaires dans les différentes bases vie. Donc il y a aussi des contraintes par rapport à ça. Et puis sur tout ce qui est équipement de protection individuelle avec des coupes dites féminines, euh, ils existent, hein. Il en existe. Parfois, ce qui nous remontait, c'est que sur des entreprises un peu conséquentes, c'est des accords cadres avec des fournisseurs qui proposent parfois pas nécessairement, pas forcément en fait, ces EPI dédiés aux femmes. Donc, ça peut être parfois des situations un petit peu compliquées. Dans tous les cas, si on regarde le sondage, considérez-vous les conditions de travail sur chantier adaptées aux femmes comme aux hommes? 49% des répondants, donc presque la majorité disaient, enfin si la majorité, si on prend les 3%, non pas du tout, disaient que les conditions étaient pas totalement adaptées. Voilà, il y a des progrès à faire sur le sujet. Alors, si je puis me permettre, pour avoir échangé sur le sujet quelquefois avec des chefs d'entreprise ou des organisations professionnelles, c'est vrai que intégrer des femmes dans une équipe, ben, les hommes, du coup, vont être beaucoup plus sensibles à la propreté, à l'ordre, et ça, du coup, ça entraîne le fait que ben, ils font beaucoup plus attention aux sanitaires, à l'ordre sur le chantier, enfin, à ce qui est moins de bazar. Donc, c'est aussi un point qui est plutôt positif, quoi. Et indirectement, ils en bénéficient. C'est ça. C'est ça. Euh, donc du coup, bah, la troisième partie, euh, les bons réflexes pour encourager la mixité, hein. On a cherché plutôt à construire en fait une sorte de boîte à outils, à formaliser toutes les propositions. La plupart, elles existent déjà, hein. Ça veut pas dire, enfin, on n'a pas révolutionné, on n'a pas trouvé des solutions miracles. En revanche, ça permet aussi de les structurer, de les formaliser, puis avoir une espèce de petite boîte à outils pour dire, ah bah ça, je pourrais peut-être éventuellement le travailler, puis le mettre en place. Bon, on va faire notre petit quiz habituel. Le dernier. Dernier. Je lance le sondage, pareil, donc celui-là, il n'y a qu'une seule possibilité de réponse, hein. Vous ne pouvez pas en choisir plusieurs. Le sondage va apparaître sur votre écran. Allez-y. Voilà. Merci Yves. Donc, avez-vous le sentiment que la place des femmes dans le BTP s'est améliorée au cours des dernières années? Donc, un choix unique, comme le précisait Yves. Quelques secondes.
Et je clôture le sondage et j'affiche les résultats. Voici les résultats. Merci Yves. Donc là, à cette question, on a 75% des répondants donc, qui ont dit qu'il semble que l'image se soit plutôt améliorée pour 75% et elle n'a pas changé pour 25%. Et pas de vote pour les autres propositions. Bon, bah, du coup, on est raccord pour cette fois à peu Ouais. près. C'est vrai. Alors, du coup, si on prend les plutôt améliorés, plus beaucoup améliorés, on est à 76%. Et elle n'a pas changé 23%. Mm. Donc, la tendance, elle est quand même plutôt positive. Et puis, elle se traduit aussi sur les courbes tout à l'heure que je vous ai montré, hein, sur le taux de femmes dans le BTP. Il y a une petite nuance à apporter si c'est une femme qui répondait ou si c'est un homme. Euh, les hommes sont un peu plus optimistes. On était à 82% qui jugeaient que la situation s'était beaucoup ou plutôt améliorée, contre 72% pour les femmes. Alors après, sur les actions à mettre en place pour continuer justement que cette situation s'améliore, ce qui ressortait de manière synthétique, après on va revenir dessus hein, de manière un peu plus détaillée, pour rebondir sur le côté rareté des candidates. Euh, c'est des interventions dans les écoles, pluralité des métiers et des parcours à bien faire connaître, des visites de chantier pour susciter des vocations dès le plus jeune âge. Un point qui revenait aussi, c'est un minimum de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. C'est vrai pour le BTP, mais c'est vrai aussi pour d'autres secteurs d'activité. Puis ça rebondit sur la loi Copé-Zimmermann, avec un pourcentage de femmes, notamment dans tout ce qui est conseil d'administration, des ambassadrices métiers, des actions pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Il y a des choses qui se font, des concours qui valorisent aussi tout ce qui est entrepreneuriat féminin, du partage des bonnes pratiques, ça semble évident, des tuteurs, tutrices en entreprise pour faciliter l'intégration des femmes dans les entreprises, en tout cas avoir des référents à qui parler en cas de difficulté. Des réseaux de femmes œuvrant pour la mixité professionnelle, il en existe, je vous en citerai quelques-uns, et puis des ateliers de sensibilisation dans les entreprises, ça rebondit sur des problématiques de formation, de sensibilisation directement au niveau des entreprises. Alors après, si on regarde un peu sur des choses un peu plus concrètes, on a essayé de structurer en différentes thématiques. Alors, pour tout ce qui est améliorer la sensibilisation dès le plus jeune âge, dans les écoles, collèges, lycées, universités, sur l'attractivité du métier du BTP. On vous a mis les actions que les gens trouvaient utiles de mener. Tout le travail des fédérations professionnelles autour de la communication sur les métiers du BTP. Et ce que soulignait la personne, c'est qu'il fallait que les actions doivent être conjointes, en fait, essayer de massifier avec différents angles d'attaque, grand public, actions au niveau des entreprises, actions au niveau des centres de formation, des collèges, etc. Des parrains de promotion et des marraines de promotion pour faire des retours d'expérience, qu'on puisse s'identifier et se dire c'est possible. Une communication un peu différente, pas uniquement communiquer sur le métier, les notions de gestes, etc., mais travailler aussi sur d'autres argumentaires tels que le contact humain. BTP, c'est plutôt des métiers avec beaucoup de contact humain, et ça touche souvent, c'est des arguments qui touchent aussi un public féminin. La mise en place de journées découvertes dédiées, ou en tout cas sur la thématique de l'emploi au féminin, des partages de vidéos de femmes sur chantier en mixité. On vous en fera voir, Emmanuel vous en fera voir deux tout à l'heure. C'est intéressant, il en existe, hein, mais continue d'en faire. Alors là, je me suis posé la question, est-ce qu'on met ou pas des aides financières à l'apprentissage supérieur quand il s'agit d'une femme? Moi, je me suis dit, pourquoi pas? C'est au moins une action qui est très incitative. Et puis, travailler aussi des présentations des métiers du bâtiment et des travaux publics auprès de femmes en reconversion. Il y a beaucoup de choses, notamment qui sont menées par la CAPEB pour essayer de toucher des gens qui ont suivi une formation d'histoire de l'art, pour essayer de les amener éventuellement vers des métiers tels que
tout ce qui est le patrimoine bâti, la rénovation du patrimoine bâti ancien, il y a des passerelles qui sont intéressantes. Et puis, il y a un certain nombre de réseaux aussi hein, qui se mettent en place, qui œuvrent pour le- la féminisation du BTP. Je vous en ai cité quelques-uns des réseaux, les sensationnels du BTP, les souterrains, bâtir la mixité, puis il y a les femmes au cœur du BTP. Il y en a pas mal il y a pas mal de choses qui se font avec des actions de communication qui sont vraiment pertinentes. Si on poursuit, pour déconstruire les stéréotypes de genre et faciliter les recrutements, ben, on peut travailler créer des concours dédiés aux femmes, euh, avec, par exemple, j'ai mis des exemples, les talentueuses, métiers pour elles, avec différents prix à l'intérieur de ces concours pour valoriser certains parcours, les femmes en reconversion, les pionnières, etc. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire. De la communication au niveau des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, développer des portraits de femmes sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceuses qui commencent à émerger. Il y en a une qui est plutôt connue, telle que Kelly Cruz, qui est une carleuse en fait, qui fait pas mal de communication, qui a une influenceuse qui fonctionne plutôt bien. Ça parle aux jeunes dans tous les cas. Le travail sur tout ce qui est offre d'emploi, rédigé de manière inclusive, hein, c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. On cherche un plombier, une plombière. C'est important pour qu'on puisse s'identifier aux offres d'emploi. Et puis après, des thématiques autour des formations sur la discrimination, sur le sexisme, du partage de bonnes pratiques au niveau entre entreprises. Et on va l'autre. Alors, toute étude sera disponible sur le site internet. Ça fait un peu inventaire à l'après-vert. Hein. Il faut aller piocher dedans, lire l'ensemble. Donc, je passe un peu vite pour pas trop déborder aussi. Sur tout ce qui est favoriser une culture inclusive et offrir des opportunités de carrière. Donc, sensibiliser les dirigeants. On ne vous l'a pas sorti aussi sur le salaire. C'est bien évident d'avoir une égalité homme-femme au niveau des salaires. On a travaillé certains indicateurs. Effectivement, il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. On n'a pas voulu les mettre parce que c'est un peu compliqué à traiter en termes d'ancienneté, etc. Mais effectivement, il y avait des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Travailler sur les horaires pour faciliter la vie familiale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, ah oui, il y a un point qui était intéressant, c'était une jeune femme qui mentionnait aussi un travail sur des aides aux réactions, en fait, lorsqu'elle se retrouve en fait sur des situations un peu compliquées, à à ne pas savoir trop comment réagir en fait à des situations, des paroles qui peuvent être blessantes, un petit guide ou en tout cas une petite sensibilisation pour dire bah, dans cette situation, il faut réagir de cette manière, ça peut aider. Euh, voilà, et puis sensibiliser dans les entreprises aussi au regard de tout ce qui est inclusion professionnelle, et puis à tous les niveaux hiérarchiques, ouvrier, encadrement, direction. Si. Bon, les vestiaires et puis les équipements, j'en ai déjà parlé. Les sanitaires également, hein, c'est un point qui revient très très souvent. C'est peut-être il y a des progrès à faire sur le sujet. Et puis aussi une solution aussi qui a été mentionnée, c'est tout ce qui est lot zéro. C'est un lot dans les différents appels d'offres, un lot qui permet en fait de sous-traiter tout ce qui est base vie, gestion des déchets, et également toute la problématique de sécurité, d'hygiène, de sanitaire. Et là, pour le coup, vous avez un prestataire qui s'en occupe en permanence, qui est payé. Très souvent dans les entreprises, le côté gestion des déchets, base vie, etc., ça peut être mis au second plan. Et puis, je ne sais plus si c'est la dernière diapo ou pas, parce que je vois l'heure qui tourne. Ouais, Euh, c'est la dernière, celle-ci. Ouais. voilà, bon, après de la communication au niveau interne, aussi sur le côté mettre en place des contrôles enfin, quand il y a un problème, en fait, il faut réagir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sanctionner, mettre en place des chartes internes
au niveau des entreprises, désigner des référents sur lesquels, s'il y a une difficulté, on puisse se référer. Voilà, c'est assez riche, c'est des choses qui existent déjà, mais ça permet de rappeler un peu tous ces grands principes. Et puis, ça devait être la dernière, donc l'étude. Mm. L'étude, je ne veux pas qu'on dise que c'est une étude. Elle est en téléchargement sur le site de la région, sur le site de la DRET et sur le site de la CERC. Vous pouvez la consulter. Et puis, je pense que vous recevrez aussi le support de présentation à la suite du webinaire. Merci Sébastien. Donc en Merci fait, Sébastien. juste pour clore tes propos, bah, comme on l'a dit au démarrage, on a vu qu'une des grandes actions parmi toutes les autres qui sont plus techniques, on va dire, ou opérationnelles, c'est communiquer. D'où notre présence ici, et ce n'est qu'un début. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Yves? Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Bon, eh ben, s'il n'y a pas de questions, comme on est un peu juste et qu'on ne veut pas prendre trop de temps aux participants, moi je vous propose bon, on a fait une petite sélection avec Sébastien de vidéos inspirantes, voilà, pour clore un peu nos propos. Je passe à la première vidéo. Ouais, merci Yves. Les femmes représentent seulement un peu plus de 20% des emplois dans les travaux publics. Certes, les clichés ont la vie dure, mais la courbe est positive. On a des filles qui viennent à l'école et c'est agréable pour tout le monde. Elles amènent un autre côté professionnel et c'est intéressant pour tout le monde. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire changer les mentalités, surtout des travaux publics. On n'est pas nombreuses, mais il y en a de plus en plus. Je voudrais dire aux autres filles qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est pas parce qu'on n'est pas nombreuses qu'on n'a pas notre place. On a notre place comme tout le monde. Maintenant, c'est plus le physique qui compte, il faut foncer. C'est un métier où on n'est pas assis à rien faire. Tous les jours, c'est une journée différente. Être à moitié dans les bureaux et à moitié sur le chantier. Donc je vais continuer sûrement avec un BTS. Donc là, c'était les travaux publics. Et voici la seconde. Je souhaite me donner les moyens de réussir. Libre, libre de suivre mon instinct. Je trouverai le juste équilibre, cultivant savoir-être et savoir-faire, pour enfin me révéler et être estimé en tant que tel, méritant le respect, considérant le travail de l'autre. J'imagine un métier indispensable au bienfait de notre société, où les idées deviennent réalité, où l'impossible devient possible. Je donnerai la liberté à chacun de créer, de concevoir, de percevoir son futur du bout des doigts, misant sur les potentiels de chacun, respectant toutes les générations, garant de nouvelles rencontres tout au long de la vie. Ce métier fera du beau, de l'art de vivre. J'ai conscience qu'il me faudra dépasser les préjugés, sans attendre pour prendre mes responsabilités. Continuer à croire en moi, croire en mes rêves, accepter mes différences pour me concentrer sur le bonheur. Je prendrai le temps de l'imaginer, de le dessiner, de le créer, de ne plus attendre pour le vivre, mais me faire plaisir et faire plaisir. Je dois exister pour qui je suis et non pour ce que l'on veut faire de moi. Je m'appelle Julia, Sarah, Adeline, Élise, Alison, Anna. J'ai choisi le bâtiment. Le bâtiment m'a choisi. Bon. Vous l'aurez noté, il y a une petite faute de grammaire, mais bon, je pense qu'il faut que la FFB la corrige, mais c'est pas. On l'a pas vu. Et voici la troisième. Les femmes sont la moitié de l'humanité et elles devraient être la moitié de tout, partout, tout le temps.
Ça veut dire que quel que soit son sexe biologique, on est libre d'adopter les traits de personnalité, d'avoir les goûts qui nous correspondent et avec l'intensité que l'on désire. Je crois qu'il faut qu'on communique beaucoup plus dans nos métiers, qu'on communique plus dans nos écoles. Je pense que maintenant, c'est presque une force pour l'entreprise d'accueillir une femme. On sent que c'est des femmes qui se sont battues et qui sont toujours là à vouloir montrer qu'elles ont une place certaine et légitime. C'est bien qu'on les mette en lumière. Je tenais à féliciter les lauréates. Bravo, mesdames. Ça nous a appris à revoir un peu le positionnement de chaque être humain, autant dans le travail qu'autant dans la vie. C'est un sujet extrêmement important. En tant que directeur de centre de formation d'apprentis, nous avons fixé parmi nos orientations d'ouvrir davantage les métiers du bâtiment aux jeunes femmes. C'est vrai que c'est important pour moi d'aller dans les endroits, dans les entreprises où les femmes sont encore aujourd'hui très peu représentées. C'est le sentiment du devoir accompli, les messages sont passés, maintenant c'est des graines de semer. Et on espère que ça va fleurir prochainement. Chacun est en responsabilité. Vous avez la possibilité, chacun et chacune à votre échelle, d'apporter votre pierre à l'édifice d'une société plus juste, d'une société plus égalitaire. Merci, voilà, les mots de conclusion me paraissent évidents. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions pour le moment dans le chat. Donc, merci Emmanuel, merci Sébastien pour votre présentation. Et merci à toutes et à tous aussi également de votre participation et d'avoir donc suivi ce webinaire. Vous allez recevoir très prochainement, donc très rapidement, le support de présentation par mail et le replay, je le rappelle, sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Cap Métier dans la playlist dédiée au mois de la formation. Oui, merci à toutes merci et à à vous. tous. Et, Très bon après-midi. et merci Sébastien Yves également.